Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre-Alix Loret-Bavet. Comment tu vas, Pierre-Alix? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir Antoine. Je suis très très content de discuter avec toi. Ça fait un beau bout de temps qu'on avait prévu cette discussion aujourd'hui. Donc très content de pouvoir enfin la faire, enfin pouvoir discuter de plein de sujets, notamment de tonnes. On va parler de tonnes de choses aujourd'hui, sans jeu de mots. J'ai un grand blagueur de plein de sujets aujourd'hui, surtout d'ordre de grandeur, de comprendre les ordres de grandeur qu'il faut connaître aujourd'hui pour amorcer notre transition. Mais sans attendre, je vais d'abord te demander de te présenter. Pierre-Alix, alors qui es-tu? Donc, je m'appelle Pierre-Alix Loret-Bavet, j'ai 32 ans et je suis aujourd'hui le cofondateur de Deux. Je sais pas si tu veux que je te parle tout de suite de ce que c'est que Deux ou si tu veux que je te parle de mon Allez, parcours. présente-moi ce que c'est. Yes, et ben c'est parti. Deux, c'est une expérience pédagogique, c'est un atelier qui permet à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, de comprendre les leviers qu'ils peuvent activer pour limiter leur impact sur le climat, d'une part, et de déterminer le rôle qu'ils veulent jouer par rapport aux défis climatiques. C'est donc une expérience pédagogique qui dure 3 heures, qui se fait en intelligence collective, avec des groupes de personnes, et dont le principe, c'est de déterminer ensemble un scénario de transition bas carbone jusqu'à 2050. L'idée, c'est de comprendre le nom d'automne. Ça fait un peu bizarre au départ. Pourquoi un nom avec un indicateur comme ça fait un peu froid. En fait, d'automne, c'est une référence à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat, signé en 2015 par quasiment tous les pays dans le monde, il donne un objectif, c'est de limiter en dessous de 2 degrés la hausse des températures moyennes mondiales d'ici à la fin du siècle. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut que nous limitions nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment que nous passions à 2 tonnes équivalent CO2 en termes d'empreinte carbone par être humain et par personne d'ici à 2050. Tout le principe de Ok. l'atelier, c'est donc d'essayer de réussir ce défi, réussir cet objectif, en activant des actions à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, et en voyant en temps réel leur impact sur la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050, et de voir est-ce qu'on arrive ou pas à cet objectif-là des 2 tonnes. Ok, bon, on va parler de ça. Comment est-ce que tu arrives à créer Doton sur ton parcours plus concrètement cet atelier, ce jeu globalement qu'on va discuter pendant tout notre échange aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrives à créer ça? Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu te retrouves là? Eh bien, avant, moi, j'ai étudié dans 2 trucs un peu différents. J'ai étudié en management, donc en école de commerce, et en fac de philo. J'ai fait les 2 en parallèle. Euh, bon, c'était passionnant. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle au Canada, à Montréal, dans une entreprise dont la mission était d'organiser des défis sportifs pour questionner les personnes et les organisations sur leurs valeurs, sur ce qui était important pour elles, et de le vivre, ces valeurs-là, dans des situations de défi. Donc, grosso modo, on allait voir des gens, on leur disait c'est quoi vos valeurs en tant qu'équipe, par exemple, et ils nous disaient l'esprit d'équipe, l'entraide, le courage. Et on disait très bien, on vous propose de s'entraîner pendant des mois et des mois et des mois, et d'aller voir ce que ces valeurs-là, elles veulent dire concrètement sur le terrain quand on monte une montagne, par exemple, par moins 50 degrés, en conditions hivernales, en Amérique du Nord-Est. Donc c'était vraiment quelque chose qui était porté sur l'humain, pas du tout sur l'écologie au départ, mais qui m'a donné un peu un goût pour les défis complexes sur lesquels il faut beaucoup d'interdépendance, beaucoup de travail en équipe, et qui nous questionnent en fait sur nos valeurs. Et ce goût-là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la thématique écologique en 2017, j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu une montagne à gravir aussi. Et ça m'a dit, tiens, là, il y a un beau défi sur lequel on peut s'attaquer. Et donc, ça a commencé à faire naître pour moi un gros intérêt sur le sujet. Et en 2017, j'ai pris la décision de partir en Argentine à la voile, et je suis parti avec ma compagne de l'époque, et on a commencé sur place une investigation sur la transition énergétique à vélo, en allant voir des ingénieurs, des professeurs d'école, des députés, des maires, etc., pour les questionner sur ce que ça voulait dire que l'Argentine se lance massivement avec un programme national sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique. Et cette investigation a suivi son cours, et jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, on se dise, bon, c'est bien beau d'investiguer, mais ce serait encore mieux d'agir.
et qu'on crée ensemble une entreprise de conseil en transition énergétique qui s'est installée à Mendoza, au pied de la cordillère des Andes, où on travaillait notamment pour le secteur viticole. Et donc là, j'ai vraiment pu mettre les mains dans le cambouis, aller rencontrer des viticulteurs, voir les problématiques de production, comment ils pouvaient économiser d'énergie et tout ça, et à travailler sur la partie technique. C'était vraiment passionnant. Sauf que un jour, je me suis rendu compte que les rapports d'audit énergétique que je faisais, de préconisations diverses et variées, souvent elles finissaient sur des étagères et elles n'étaient pas forcément mises en action. Et quand j'ai décidé de revenir en Europe fin 2019, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faut que je revienne à mes premières amours, c'est-à-dire l'humain, et qu'en fait, s'il n'y a pas une véritable envie par les gens et une capacité de pouvoir s'emparer du sujet, probablement que le travail technique ne suffira pas. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à la fresque du climat. J'avais organisé la première fresque du climat en Amérique du Sud en janvier 2019 avec un ami. Et quand je suis rentré, je suis allé à la COP25 avec la fresque en décembre 2019. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François Logier, qui était un fresqueur aussi, et qui venait de créer Deuton, qui venait de le créer. C'est le tout début. J'ai rencontré François, j'ai découvert aussi l'atelier. J'ai eu un coup de cœur un peu avec les deux. Et longue histoire résumée, au bout de quelques mois d'implication bénévole sur un projet qui au départ était on va dire un side project associatif, on s'est dit ça serait peut-être bien de franchir le Rubicon, de se donner à plein temps sur le projet pour essayer de en profiter de tout le potentiel d'impact. Et donc en fin 2020, on s'est associés ensemble pour créer ensemble une entreprise et une asso et donner son envol à Deuton. Ok, c'est vraiment génial de se dire que ça démarre déjà d'assez loin. Du Canada, de l'Argentine et ensuite entre guillemets de la fresque du climat qui fait aussi qui inspire d'autres ateliers comme le vôtre qui est bien différent, tout aussi complémentaire mais tout aussi important aussi. En revenant sur Deuton, plus concrètement, t'en parlais juste avant de parler de ton parcours. Tu parlais de 2 tonnes par individu, donc mondialement. Ce 2 tonnes-là, avant de passer au jeu et de le comprendre et de pouvoir un peu jouer ensemble aussi, il se base sur quelle démographie? Alors en fait, sur combien d'individus? En fait, il est basé sur des démographies. En fait, il y a des projections démographiques qui sont faites, notamment par l'ONU, et qui ont un niveau de précision qui est assez élevé parce qu'on connaît les grandes tendances en fait démographiques. Je ne vais pas rentrer dans le technique, mais on peut savoir en fonction de plusieurs indicateurs, grosso modo, la population qu'on aura dans le futur. Donc en fait, l'objectif des 2 tonnes, il est calculé de façon très simple, c'est-à-dire que tu vas regarder combien il faut qu'on émette en tant qu'humanité et tu le divises par la population. Et donc tu as une notion de budget carbone et après ce budget carbone, tu le divises par la population. Donc là, le 2 tonnes, je pense qu'en 2050, c'est sur un scénario, tu vas être entre un peu plus de 10 milliards de personnes, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du chiffre exact, mais grosso modo, ça prend en compte évidemment la hausse de la population, parce que ce qu'il faut bien voir, et il faut le rappeler tout le temps, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont représentées, c'est ça, les tonnes équivalent CO2, ça représente les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'humanité. Donc ça peut être le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on connaît bien, mais ça peut être d'autres gaz à effet de serre comme le méthane, qu'on connaît aussi pas mal, le protoxyde d'azote. Ces émissions de gaz à effet de serre, au final, peu importe en termes d'effet sur le climat, d'où elles partent. C'est-à-dire que forcément, le gaz qui est émis, qu'il soit émis en Chine, en France ou à Madagascar, au final, il va très vite, en quelques mois, se mélanger dans l'atmosphère et avoir le même effet sur le climat, peu importe d'où il est émis. La grande question, c'est donc de se dire comment on fait pour collectivement tous baisser nos émissions. Et c'est pour ça qu'on peut faire un objectif qui est 2 tonnes, qui est une moyenne mondiale par être humain, parce que justement, on sait que si on dépasse un certain nombre de mégatonnes équivalent CO2 émis, on n'atteindra pas notre objectif en termes de limitation de la hausse des températures mondiales. Ok, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. L'atelier que tu as pu présenter juste avant, comment ça se passe concrètement quand tu démarres un atelier? Par quoi vous démarrez pour éveiller l'intérêt? C'est le principe de l'atelier, c'est un voyage vers le futur. Et donc tu as pu le pressentir. Moi, j'aime bien notamment la randonnée, la montagne.
Et en fait, c'est un peu ça qu'on propose. On va aller monter ensemble une montagne et puis on va essayer d'apprendre des choses sur la route. C'est ça le principe de Doton. Et donc, la première étape quand tu veux monter une montagne, c'est de savoir d'où tu pars et vers où tu dois aller. Et c'est à ça que sert une première étape de l'atelier qui se fait avant même qu'on se retrouve tous ensemble, que tu peux faire quelques jours avant, quelques mois avant, c'est de calculer ton empreinte carbone. C'est-à-dire de remplir une sorte de questionnaire où tu vas mettre des informations sur ton mode de vie, comment tu te déplaces, comment tu manges, dans quel type de logement tu habites, comment tu te chauffes, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir calculer ton empreinte carbone et connaître ton point de départ. Et ça, c'est vraiment décisif parce que ça te permet de comprendre déjà où tu en es et puis surtout sur quoi tu peux agir de façon générale. Et ça, évidemment, c'est important de le savoir de façon individualisée parce qu'on a des modes de vie très différents et des empreintes carbone très très différentes. Mais c'est aussi intéressant de le comprendre au niveau collectif. On a un objectif qui est à 2 tonnes en 2050, mais aujourd'hui en France, on est en moyenne entre 9 et 10 tonnes par an et par Français quand on fait les moyennes en France. Donc ça veut bien dire qu'il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc quand on comprend que l'empreinte carbone, ça représente notre mode de vie, là on revoit l'image de la montagne et on se dit ça va pas être de la tarte pour arriver à 2 tonnes. Ça c'est la première partie de l'expérience qui est vachement forte pédagogiquement. Et une fois que tu as fait ça, on va se retrouver tous ensemble. Ça peut être en présentiel, ce qui est le top évidemment, ou en distanciel. Et là, le principe de l'atelier, c'est qu'en fait, on va faire une simulation quantifiée des émissions de gaz à effet de serre en faisant des choix d'action avec un système au tour par tour. Donc au final, tu vas avoir 8 tours d'action et chaque tour va représenter une sorte d'accéléré dans le temps de 3 à 4 années, durant lequel tu vas avoir le choix entre plusieurs actions qui sont présentées sous forme de cartes que tu peux activer et dont tu peux voir l'impact que ça va avoir sur la réduction de tes émissions de gaz à effet de serre. Et donc tu vas avoir un peu ce scénario qui s'écrit grâce à un simulateur, donc un logiciel qu'on a développé, qui va calculer en temps réel à quel point le fait de, par exemple, changer la façon dont tu te déplaces va baisser de 1 tonne ou de 2 tonnes tes émissions. Et progressivement, tu vas définir un peu ton scénario en traitant à la fois tous les pans du mode de vie, mais aussi tous les grands secteurs de l'économie. Parce que c'est la particularité de 2 tonnes, c'est qu'on ne traite pas que les éco-gestes, donc les changements de mode de vie au niveau individuel, mais aussi les actions collectives. Donc en alternance dans l'atelier, tu fais des actions sur ton mode de vie et des actions où tu vas incarner avec les autres participants le conseil des ministres, les grandes entreprises, et tu vas investir des milliards d'euros symboliques pour voir l'impact de certaines actions au niveau national sur la moyenne des Français et puis sur toi aussi, comment une action d'une grande entreprise ou une action des ministres va pouvoir impacter ta propre empreinte carbone à toi. On fait donc une simulation jusqu'à 2050 qui est en général pleine de débats, pleine de questionnements, pleine d'apprentissage aussi beaucoup. Et une fois qu'on a fait ça, on peut débriefer ensemble qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que ce scénario-là nous apprend sur nous, sur les actions qu'on a envie de mettre en place. Et ça nous permet vraiment de conclure et de cristalliser certains ancrages pour que chacun en ressorte outillé pour agir. C'est vraiment ça. Et outillé pour agir, ça veut dire pour nous 2 choses. Pour agir et être outillé, ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances. Il faut savoir quels sont les leviers que tu peux activer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a le plus d'impact, d'une part. Et puis d'autre part, il faut aussi que tu te sentes en posture d'agir. Que tu te dises, mon action à moi, elle sert à quelque chose. J'ai des choses que je peux faire dans ce grand défi-là. C'est possible d'y arriver. C'est pas forcément facile, c'est sûr, mais c'est possible d'y arriver. Je vois des scénarios dans lesquels c'est possible. Et peut-être même que c'est souhaitable. Peut-être même que si je me lance dans l'action, ce sera pas juste résoudre un problème, ce sera aussi apprendre, s'épanouir un peu plus et réinventer des modes de vie, etc. Voilà le déroulé. On va commencer justement ce déroulé-là, si ça te convient. Je vais faire le cobaye aujourd'hui, donc de savoir où est-ce que j'ai pas fait mon bilan carbone juste avant de. Ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas fait. Mauvaise chose de ma part. On va partir du principe que j'ai la moyenne des Français, à savoir un peu moins de 10 tonnes. Quels sont les sujets que tu pourrais me poser qui étonnent toujours, qui pourraient du coup surprendre aussi ceux qui nous écoutent. Donc quand vous nous écoutez, essayez de jouer le jeu aussi pour essayer de répondre aux questions avant d'avoir la réponse de Pierre-Alix. J'essaierai de jouer le jeu aussi, bien entendu. Qu'est-ce qui étonne le plus? Par quoi tu veux commencer? Alors déjà, il faut regarder quels sont les plus gros postes. Donc tu as mentionné l'empreinte carbone moyenne des Français, qui a beaucoup de variabilité d'une personne à l'autre, mais
ça nous permet quand même d'avoir un aperçu de où sont les plus gros postes. Sur l'empreinte carbone moyenne des Français, les plus gros postes, c'est d'abord le transport, en général, avec les différents modes de transport. Je spoile pas trop. L'alimentation aussi. Ensuite, le logement, avec tout ce qui est chauffage, énergie, construction, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi une part sur ce qu'on appelle les services publics. C'est-à-dire tout ce qu'on a besoin qui ne dépend pas forcément de nous, mais dont on a besoin pour vivre. L'éducation nationale, la santé, les administrations, tout ça, c'est des choses qui sont pas individuelles, mais sur lesquelles on en a besoin, on les utilise pour vivre. Donc on intègre dans l'empreinte carbone individuelle. Là, c'est un petit peu les plus gros postes. Et puis forcément, sur chaque poste, on se questionne sur comment on fait pour réduire et comment on fait pour avoir le plus d'impact possible. Et donc, effectivement, on va jouer le petit jeu comme ça. Mais si je te demande, si on regarde un premier poste qui parle à tout le monde, si je te demande en termes d'alimentation. Donc toi, t'es monsieur tout le monde, tu as une empreinte carbone absolument normale, absolument moyenne. D'après toi, est-ce qu'il vaut mieux pour monsieur tout le monde qu'il devienne flexitarien, c'est-à-dire qu'il réduise sa consommation de viande à, on va dire, 2 repas à base de viande par semaine, par rapport à un Français moyen? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se mette à consommer quasiment exclusivement local? Donc il consomme des produits qui sont, on va dire, dans un rayon de 300-400 km autour de chez lui, pas de produits importés de façon générale. D'après toi, laquelle des deux actions aura le plus d'impact en termes de réduction de son empreinte carbone? Alors je laisse quelques secondes de pause pour aussi vous puissiez réfléchir, ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Du coup, je laisse quelques petites secondes. Moi, de mon côté, je pense connaître la réponse, mais honnêtement, avant d'avoir eu cette réponse et de comprendre l'impact de ces deux parties-là, j'aurais bien entendu répondu la partie locale, pensant que c'est le local et donc de consommer localement circuit court qui impactait moins fort, de manière plus faible mon impact carbone, mon empreinte carbone. Je vois. Je peux réagir tout de suite? Bien sûr que tu peux réagir. Eh ben, si on regarde uniquement sur le critère carbone, encore une fois, et c'est le principe de 2 tonnes, on regarde le critère carbone, donc on a une approche qui est quantifiée sur l'empreinte carbone, donc on traite le sujet climatique, le changement climatique, mais, et je fais un disclaimer par rapport à ça, le fait de dire qu'une action a plus d'impact au niveau climatique ne veut pas dire que c'est une action qui est absolument parfaite au niveau écologique. Il y a d'autres problématiques écologiques, notamment la biodiversité par exemple, l'épuisement des ressources, l'occupation des sols, il y a beaucoup d'autres problématiques. Et donc là, on va parler aujourd'hui de carbone et donc de changement climatique. Je fais ce disclaimer qui est important parce que chaque problématique est différente et ce qui est bon pour l'un n'est pas toujours absolument bon pour l'autre. Voilà. Ceci étant dit, si on parle d'empreinte carbone, parmi les 2 actions que je t'ai proposées, celle qui aura le plus d'impact pour monsieur tout le monde, ce sera celle de devenir flexitarien. C'est-à-dire de réduire sa consommation de viande et d'assez loin, en fait. D'assez loin. Et en fait, il y a 2 raisons à cela. Il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi, de façon générale, la viande, les produits carnés, ont une empreinte carbone à quantité équivalente beaucoup plus élevée que les produits végétaux. La première raison, c'est une raison purement énergétique. Grosso modo, quand tu veux élever des animaux pour les manger après, il faut leur donner à manger, évidemment. Et il faut leur donner à manger durant tout leur cycle de vie. Et donc, ça fait pendant des mois, voire des années, où tu dois leur donner à manger. Et ça, forcément, pour leur donner à manger, il faut des végétaux que tu dois leur donner, et donc que tu dois toi-même produire. Et donc, grosso modo, ce rapport énergétique-là, il est très déficitaire. Parce que tu vas perdre beaucoup d'énergie à donner pour avoir, au final, le même nombre, la même quantité de calories à ingurgiter pour toi. Et donc, l'ordre de grandeur à retenir, c'est que pour faire, on va dire, 1 kilo de produit animal, il faut 5 kilos de produit végétal. Donc, il faut 5 fois plus de produits et en général 5 fois plus de terre à mobiliser pour ça. Ça veut dire donc que pour faire du bœuf ou pour faire du poulet ou autre, tu vas devoir, dans un autre coin du monde ou dans un autre endroit, éventuellement avoir des parcelles entières qui vont produire du soja ou du maïs, par exemple, qui va être destiné uniquement à nourrir ces animaux-là. Et donc forcément, ça veut dire que tu auras à la fois une agriculture qui est plus extensive, c'est-à-dire possiblement de la déforestation. Une grande partie de la déforestation dans le monde, c'est pour libérer de l'espace, pour faire des parcelles, pour nourrir les animaux qu'on va manger après, mais aussi une agriculture qui est plus intensive,
avec plus de traitements qui vont générer, elles aussi, plus d'émissions à leur tour. Ça, c'est la première raison. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est une raison qui est pas énergétique pour le coup, mais qui est purement chimique. C'est que les bovins, donc notamment les vaches, émettent beaucoup de méthane par leur système gastrique. Il y a une fermentation entérique dans leurs estomacs, et ça émet beaucoup de méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre qui est plus puissant encore que le dioxyde de carbone à concentration égale. Et donc, ça va émettre beaucoup de ce méthane-là juste parce qu'elles vivent en tant que telles. C'est donc un problème parce que c'est des émissions qui sont incompressibles. Même si la vache est locale, elle émet ce méthane-là. Et ça, malheureusement, c'est très très dur de le compresser. On a donc un gros effet de levier, de façon générale, à limiter la consommation de viande, et notamment la consommation de viande rouge. La viande rouge émet parfois 6 à 10 fois plus que les viandes blanches, donc on a un vrai effet de levier très fort. Pas forcément de devenir végétarien ou vegan du jour au lendemain, mais au moins, en tout cas, limiter la consommation de viande. Ça, c'est un premier point. Évidemment, ça ne veut pas dire que consommer local, ça ne sert à rien. Consommer local, ça a une vraie pertinence, notamment quand on a déjà commencé à réduire sa consommation de viande, parce qu'on va limiter l'impact des transports, qui peut être élevé. Sur une carotte de base, le transport, parfois, ça peut être la moitié de l'empreinte carbone de ce produit-là, quand on regarde un peu tout le cycle de vie de la carotte, c'est-à-dire de sa toute production jusqu'à sa consommation finale. Donc on a un vrai effet de levier là-dessus. Et cet effet de levier, il est évidemment encore plus puissant si tu consommes aussi de saison. À savoir que si tu achètes des tomates en hiver, dans le nord de la France par exemple, même si elles sont locales et produites à 2 pas de chez toi, elles seront probablement produites avec sous serre, avec des systèmes de chauffage et autres, qui vont faire qu'elle a une empreinte carbone qui est élevée. Donc consommer local et de saison, ça reste une bonne action. Mais la clé, c'est quand même la réduction de la consommation de viande quand on parle d'alimentation. En effet, ouais, les deux sont bien entendu compatibles, heureusement. Hein. On peut manger local de saison tout en étant flexitarien, voire végétarien. De toute façon, après, quand on mange végétarien ou vegan, on n'a plus qu'à manger de local et de saison. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Est-ce que tu aurais la différence entre, ce qui est déjà avant de parler de cette différence-là, ce que je trouve génial de pouvoir mettre en avant ce sujet-là, c'est que quand je me rappelle mon début de transition et pourquoi j'ai démarré le podcast, c'est justement que je ne connaissais pas ce genre d'informations. Ouais. Et que pour trouver cette information-là, j'ai dû chercher honnêtement des heures et tomber sur une infographie où je me rendais compte qu'en fait le local était, même s'il était impactant et intéressant d'un point de vue de bien mettre en avant son écosystème proche et de vraiment, comme tu dis, de manger de saison. Quand on mange local, on mange quand même souvent de saison, à part quand c'est fait dans des serres. C'était pas du tout impactant d'un point de vue carbone, directement sur d'autres sujets, oui. Mais c'est ultra important de pouvoir parler de ces sujets-là, et c'est passionnant que vous abordiez via cette thématique de 2 tonnes la différence entre ces deux parties. Entre local et de saison, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Est-ce qu'on sait différencier les deux ou pas? Là, il faut vraiment avoir une approche par produit en fait à ce moment-là. Parce que, et je pense que ça peut valoir le coup de faire un point méthodologique. En fait, quand on parle d'empreinte carbone, on va attribuer à chaque produit ce qu'on appelle un facteur d'émission. C'est-à-dire combien ça émet de produire ou de consommer 1 kilo ou une unité de ce produit. Donc ça peut être un facteur d'émission par kilo quand on parle d'alimentation, ou ça peut être par kilomètre parcouru quand on parle de transport, ça peut être par vêtements quand on parle de vêtements évidemment. Et en fait, ces facteurs d'émission-là, on les détermine en faisant ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Parce que quand on parle d'empreinte carbone, on a vraiment une approche qui est globale, une approche par cycle de vie sur un sujet donné. Donc c'est pas un critère qui est territorial en tant que tel, c'est vraiment de regarder tout ce qui a été nécessaire pour que mon cycle de vie à moi, enfin ma vie à moi puisse se faire. Donc techniquement, par exemple, ce téléphone ici que j'ai, il a beau avoir été produit en Chine, avec des matériaux qui viennent peut-être de l'Argentine ou du Chili par exemple, on va considérer que c'est moi le responsable final en tant qu'utilisateur de ce produit, et que donc tout le cycle de vie du produit, de l'extraction des matériaux, la fabrication, le transport jusqu'au lieu d'utilisation, l'énergie qu'il utilise pour fonctionner, et même la fin de vie du produit, tout ça, on va les attribuer au consommateur final. Et donc cette analyse de cycle de vie, elle permet d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'il faut pour faire un produit.
Et donc, c'est comme ça qu'on mesure l'empreinte carbone. Et quand on parle de tonnes, bah c'est tout ça qui se cache derrière, une tonne d'équivalent CO2. Donc pour répondre à ta question, c'est vraiment pour chaque produit, pour chaque type de produit, qu'on va faire un facteur d'émission basé sur des moyennes en général. Parce qu'évidemment, il y a carottes et carottes, il y a tomates et tomates, il y a viande et viande. Chaque produit est un peu différent, n'a pas exactement le même cycle de vie. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir creuser. Parce que si je dis une tomate qui est produite sous serre, encore une fois, dans tel endroit, elle n'aura pas du tout la même empreinte carbone qu'une autre tomate qui est produite de façon naturelle, en saison, dans un autre endroit. Donc là, je vais botter en touche en disant, justement, renseignez-vous, il y a beaucoup de ressources qui existent pour aller voir ce qui vaut le mieux. Et par exemple, il y a la base carbone de l'ADEME, c'est un peu technique, mais c'est consultable par tous, et il y a plein d'infographies qui existent pour que chacun on puisse déterminer ce qui nous semble le plus pertinent. Mais la clé quand même, c'est ce qu'on appelle les ordres de grandeur, c'est-à-dire de regarder les ordres de grandeur, où sont les plus gros postes, où sont les plus gros effets de levier qu'on peut avoir, et d'éventuellement se concentrer là-dessus. Un des biais qu'on peut avoir parfois, c'est de mettre tous nos efforts sur le petit point de détail final. Et donc, c'est aussi pour ça que Doton nous semble utile, c'est que ça permet de comprendre où sont les plus grosses actions que tu peux mettre en œuvre et de commencer par prioriser ces actions-là pour ensuite pouvoir aller chercher après des petits morceaux d'économie et de réduction supplémentaires. Et donc là, si j'avais répondu bon, à savoir flexitarien, quel impact ça aurait eu sur mon bilan carbone? Eh ben, grosso modo, sur monsieur tout le monde, donc on va dire l'empreinte carbone, on va la mettre à 9,5 tonnes. Ça dépend des calculateurs, il y en a qui sont à 9, il y en a qui sont à 10, mais grosso modo, c'est l'ordre de grandeur. Et ben, l'alimentation, c'est 2,5 tonnes là-dessus. Et là-dessus, sur les plus des 2/3, c'est la consommation de viande. Donc quand tu deviens flexitarien, par rapport à la consommation moyenne de viande d'un Français, encore une fois, tu vas avoir une réduction qui va être de l'ordre de une tonne d'empreinte carbone en moins par an. Donc c'est quand même colossal, sur 10 tonnes, tu fais moins 10% déjà avec une seule action, même si pour certains elle peut être difficile, c'est une grosse réduction. Sur une action comme le local et manger local, tu seras plus de l'ordre de 100 à 200 kilos maximum en fonction des modes de vie. Donc 10 fois plus d'impact. Donc je suis devenu flexitarien, je suis maintenant à 8,5 tonnes, donc j'ai enlevé une tonne de mon impact des 2,5, je continue à manger de manière intéressante et intéressante. Moi, je suis plus vers le côté végétarien. J'ai encore quelques moments où je suis flexitarien, donc je me considère flexitarien plus que végétarien. Mais donc là, je suis à 8,5 tonnes. Ok. Comment je fais pour ensuite avancer et agir sur les autres leviers? Tu parlais de transport notamment tout à l'heure. Sur ce sujet-là, j'imagine que vous avez aussi des questions à poser. Qu'est-ce qui étonne à chaque fois sur ce sujet-là? Donc effectivement, les transports, c'est un bon sujet parce que c'est le plus gros poste pour les Français à démission. Si je te demande, d'après toi, imaginons que tu n'as vraiment pas le choix, parce que par exemple, tu habites à la campagne ou autre, et pour le travail, tu en as vraiment besoin. Est-ce qu'il vaut mieux que tu achètes un véhicule thermique, donc un véhicule diesel, essence, ou un véhicule électrique? Voilà, sur ça, vu tout ce qu'on dit sur l'électrique, j'imagine que c'est l'électrique, heureusement. Est-ce qu'on laisse quelques secondes à nos auditeurs ou Allez, on laisse quelques secondes, tu as raison. Tu as laissé des pauses à ma place. Je laisse en effet quelques secondes. Vous faites pause de votre côté aussi pour réfléchir, laissez-vous le temps de réfléchir. Ou de débattre. Je te laisse donner la réponse, Pierre-Alix. Exactement. C'est une super question. Et en fait, c'est intéressant le sujet de la voiture électrique parce qu'il y a eu, tu vois, on voit que le débat public il évolue en fait sur le sujet du climat comme sur tous les sujets. Il y a eu une période où on a vu ça comme l'alpha et l'oméga de l'écologie, c'était formidable, ça allait tout révolutionner. Après, il y a eu une période où il y a eu une sorte de mouvement inverse. On a dit en final, la voiture électrique c'est terrible, les batteries, etc. Et en fait, ça marche pas du tout, c'est même contre-productif. On va essayer donc d'avoir une approche plus tempérée, basée sur les facteurs d'émission et sur les analyses. Ce qui se passe en fait, c'est que si tu regardes encore une fois l'analyse de cycle de vie
d'un véhicule, tu regardes pas que, évidemment, quand tu roules, tu regardes tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. Grosso modo, en analyse de cycle de vie, un véhicule électrique a, sur la phase de fabrication, une empreinte carbone qui est pas mal plus élevée qu'un véhicule thermique, à poids équivalent, à catégorie équivalente, évidemment. Notamment à cause des batteries, parce qu'elles sont très lourdes et qu'elles supposent beaucoup de matériaux. Et donc, tu as une sorte de dette de départ, mais cette dette-là, tu peux, on va dire, avoir un croisement des courbes en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, parce que les véhicules électriques utilisent par définition de l'énergie électrique. L'électricité en France, dans le mix électrique actuel, elle est assez peu carbonée, grâce notamment au nucléaire et à l'hydroélectrique, ce qui fait que sur la phase d'utilisation, tu as moins d'émissions qu'un véhicule thermique qui lui utilise du pétrole, et ce pétrole, lui, il est très carboné à l'utilisation. Et donc, grosso modo, au début, tu seras pas du tout rentable si tu achètes un véhicule électrique et que tu le laisses au garage. Ça, c'est vraiment pas pertinent. Par contre, quand tu commences à l'utiliser sur le cycle de vie, et quand tu peux penser à des véhicules qui en moyenne font 150 à 200 000 km sur un cycle de vie complet, et ben là, en fait, tu vas te rendre compte que au bout de, en fonction des modèles, en fonction des marques, etc., au bout de 20 à 30 000 km dans le contexte français, avec l'électricité décarbonée en France, tu auras moins d'émissions sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Et donc, grosso modo, tu as un vrai effet de levier à passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, si tu l'utilises beaucoup, évidemment. Donc, il y a une pertinence d'électrifier le parc automobile, mais ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir réduire notre empreinte carbone sur les transports, et notamment sur la voiture. Il y a évidemment le covoiturage. Il y a les mêmes émissions, grosso modo, pour un véhicule, qui est une personne, deux personnes ou quatre personnes à bord. Donc autant les remplir pour diviser par plusieurs personnes les émissions liées à un voyage. Ça, c'est un premier axe. Et puis, bien sûr, on peut aussi questionner au tout départ la pertinence d'avoir autant de véhicules individuels qu'on en a, notamment en France. La plupart des scénarios de transition qui projettent un scénario à 2 tonnes par personne en 2050 parlent d'une réduction du parc automobile, d'une réduction de la mobilité en véhicules individuels, et ce qui peut être fait pas que par des leviers individuels, ça peut aussi être fait par des leviers collectifs, notamment sur la mise en place de programmes de covoiturage dans les entreprises, pourquoi pas le télétravail qui doit être autorisé, peut-être massifié quand il peut être mis en place, pourquoi pas l'offre de transport public qui là aussi peut être améliorée. Tout ça sont des choses qui font écho pas que à des changements au niveau individuel, mais aussi à des changements qui vont venir des entreprises, des industries, et puis de l'État peut-être qui va permettre un investissement pour que les gens puissent décarboner leur façon de se transporter. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, déjà, il faut, ça vient pas uniquement de l'individuel et qu'on peut pas se retrouver à se dire, je remplace une thermique par une électrique, sinon ça serait bien trop simple. Déjà, qu'on doit agir au niveau des entreprises aussi. Et j'en parlais aussi avec Laure Wagner de 2 km Happy il y a un bon bout de temps maintenant, mais un épisode que je vous conseille vivement d'écouter aussi. Et ce qui est intéressant, tu parlais de l'impact de l'électrique vs le thermique, mais surtout en France. Exact. En France, parce que on est dans un pays avec un impact, avec une énergie qui est peu carbonée. Est-ce qu'on a des pays en Europe qu'on connaît ou dans le monde, des exemples que tu pourras avoir, qui dans lesquels c'est pas pertinent de passer sur l'électrique? Alors, si on regarde purement le critère facteur d'émission par kilomètre, évidemment, il y a des pays dans lesquels la plus grande partie de l'électricité est produite à base de charbon, donc avec des centrales thermiques. Donc charbon qui est une autre énergie très carbonée, une énergie fossile comme le pétrole. Et donc consommer de l'électricité, c'est pas propre en tant que tel, puisque c'est juste brûler du charbon à un autre endroit, même si on le voit pas de là où on est. Donc par exemple en Europe, un pays comme la Pologne a encore une grande partie de son électricité au charbon. Donc en Pologne, ce sera possiblement gagnant de passer à l'électrique par rapport à un véhicule thermique, mais uniquement à partir de plus de 100 000 km par exemple. Donc là, on peut même questionner le fait de dire est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut pas mieux directement dire développons des lignes de bus, des trains, permettons à ce qu'il y ait pourquoi pas des pistes cyclables dans certains endroits. Bref, il peut y avoir beaucoup d'actions que tu peux faire au-delà de ça. Et il y a quelques pays dans le monde, je pense notamment à l'Inde, je crois qu'il y a 5 pays
dans lesquels là, le mix électrique est tellement carboné, notamment avec le charbon, que c'est même pas rentable, peu importe le cycle de vie, de passer à l'électrique. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment Ce qui est sûr, c'est qu'on se... d'analyser le contexte et de pouvoir prendre les bonnes mesures par rapport à un contexte. Et ça me renvoie et ça me permet de faire le lien avec, je pense, un élément qui est clé. C'est vraiment à la démarche, en fait. L'atelier d'automne, il offre une opportunité de mettre en œuvre de façon un peu allégorique, tu vois, comme un jeu, une démarche que tu peux appliquer après partout et tout le temps. C'est-à-dire, sur un truc donné, je vais commencer par mesurer. Donc, savoir d'où je pars. Une fois que j'ai mesuré, je peux regarder c'est quoi les plus gros postes d'émission et me concentrer sur le 80% et non pas sur le 20%. Une fois que j'ai compris le plus gros poste, je vais pouvoir analyser les leviers à ma disposition. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réduis ici? Est-ce que je remplace ça? Est-ce que je suis plus efficace ici? Etc. Et puis, une fois que j'ai déterminé ces leviers-là, je peux voir quelle partie prenante ça implique. Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est un truc que je peux demander à l'entreprise? Si je suis une entreprise, est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça dépend de mes fournisseurs? Si je suis un État, même chose. Et donc, en fait, c'est vraiment une méthode générale que tu testes durant l'atelier et qu'après, tu peux appliquer partout, partout, partout. Si tu prends un peu ce réflexe-là, qui est pas si compliqué à avoir. Ce qui est important aussi de dire, c'est comme tu disais, l'Inde, la Pologne, etc., c'est quand même des pays qui, à terme, on l'espère, vont changer leur mix énergétique. Enfin, de toute manière, elles vont le faire évoluer au fur et à mesure, donc ça deviendra de toute manière de plus en plus intéressant de passer à l'électrique, même si il faut aussi le rappeler, et comme tu le disais, le mieux c'est le covoiturage, c'est pas de se dire je remplace ma thermique par de l'électrique et après le monde ira mieux. Oui, le monde ira un peu mieux, mais bon, on n'ira pas jusqu'à 2 tonnes. Et du coup, si je me projette, donc je suis passé, j'avais une voiture thermique, plutôt ancienne parce que bon, si elle est nouvelle, ça n'a pas gros intérêt d'aller la remplacer. Une ancienne voiture thermique, voilà, j'ai besoin de changer de véhicule. J'ai l'obligation d'avoir un véhicule au quotidien parce que je fais des centaines de kilomètres par jour. J'ai pas le choix pour mon travail. Quel impact, quelle diminution de mon impact carbone, de mon empreinte carbone je vais avoir du coup? Là, pour le coup, ça va vraiment, vraiment dépendre de ton mode de vie. C'est-à-dire que autant l'empreinte carbone moyenne des Français sur l'alimentation, on a des besoins nutritionnels moyens journaliers qui sont assez proches les uns des autres. Par contre, sur les transports, c'est ultra variable. Si je te dis, en fait, toi, si tu prends beaucoup la voiture, ce sera beaucoup. Si tu prends pas beaucoup la voiture, ce sera pas beaucoup. En moyenne, en France, c'est 11 000 km par an et par Français, mais cette moyenne-là ne correspond pas à un mode de vie moyen. Donc moi, il y a des gens que j'ai vus en atelier qui ont 50 tonnes juste sur la voiture, parce que ils sont par exemple commerciaux au travail, donc il faut faire beaucoup de routes pour aller voir les clients. Moi, j'ai eu des gens aussi qui avaient des empreintes à 3 chiffres, donc plus de 100 tonnes sur leur empreinte personnelle, mais notamment avec le travail, parce que des gens qui sont dans des situations managériales où doivent prendre beaucoup l'avion pour aller dans différents pays pour voir leurs équipes. Et donc là, tu as des grosses émissions, et donc les actions que tu peux mettre, c'est un énorme effet de levier. Donc il y a vraiment une grande pertinence à analyser ça. Et là, pour le coup, rien ne remplace cette approche par mesure de ton empreinte, soit en le faisant avec un calculateur comme celui de 2 tonnes, mais soit juste en étant conscient des ordres de grandeur. Si tu sais que la voiture, ça émet beaucoup, que c'est le premier poste d'émission des Français en moyenne, et que toi, tu prends beaucoup la voiture, tu peux déjà te dire, sans être un expert du sujet, que si tu arrives à réduire ton utilisation de la voiture, et si tu arrives à réduire l'utilisation de pétrole en général derrière ça, tu auras déjà un gros impact sur l'empreinte carbone. Et si je me situe sur la moyenne française à 11 000 km, mon 8,5 il devient quoi du coup si je passe à l'électrique? Grosso modo, tu vas pouvoir, en général, tu vas réduire ça dépend, mais 1 tonne, tu vas réduire d'1 tonne, 1 tonne 2. Tu vas diviser par 2 un peu sur ton empreinte sur la voiture. Okay. Donc tu vas passer de 8.5 à 7.5, 7, grosso modo. Ce qui est plutôt... Okay. Bon, je vais dire 7.5 parce que je suis sévère. Je suis sévère avec moi-même. Allez, on va dire 7.5.
Dernière question sur pas dernière question de l'échange parce qu'on a encore plein de sujets à discuter, mais sur le jeu qu'on est en train de faire, sur donc on a parlé d'alimentation, on a parlé de transport, donc qui sont deux facteurs énormes d'émissions d'un point de vue en France et dans d'autres pays également européens. Quel autre sujet tu es le plus incompris de votre côté, hormis ces deux sujets-là qui change et qui fait de la force aussi de l'atelier d'automne? Bah, on va faire une mise en situation. Imaginons que bah tu te lances, t'es motivé et puis tu commences à la petite méthode que j'ai décrite juste avant, tu commences à l'appliquer partout. C'est un jeu vidéo à taille réelle et tu baisses et t'arrives à je sais pas moi 4 tonnes, 3,5 tonnes, 3 tonnes, tu vois. Tu dis waouh, je suis pas mal parce que faut qu'on atteigne 2 tonnes en 2050. Là, moi, j'ai quand même bien réduit par rapport à la moyenne des Français. En plus, je me rends compte que bah, sur les 3 tonnes qui me restent, il y a plus d'une tonne qui dépend des services publics. Et services publics, bah, je peux pas arrêter, je peux pas dire bon, il y en a marre qu'on fasse ci ou ça. C'est pas moi qui prends cette décision-là. Bah, à ce moment-là, tu pourrais te poser la question est-ce que il faut que j'essaye uniquement de travailler sur mon empreinte perso et de continuer à gratter un petit peu des petits morceaux de tonnes à gauche ou à droite, ou est-ce qu'il n'y a pas en plus de ça bah, d'autres actions que tu peux faire, et notamment en termes d'influence. Et c'est une des ces thématiques qu'on traite dans l'atelier d'automne. Comme on traite la partie individuelle des actions et la partie collective, bah, le lien entre les deux, c'est cette notion d'influence ou de dynamique sociale entre les gens. Donc là, bah, une question qu'on pourrait être amené à te poser durant l'atelier d'automne, c'est est-ce que d'après toi, ça aurait plus d'impact de contribuer à sensibiliser ton entourage sur les enjeux climatiques, par exemple, ou de bah, te lancer en politique, ou pourquoi pas de travailler sur une démarche de décarbonation avec tes collègues dans l'entreprise? Si je te posais la question, toi, C'est une bonne question, ça. tout le monde, monsieur Antoine, tout le monde, en quelques mois, je répondrais. Je laisse quelques secondes de pause, du coup. C'est la plus dure des questions. Bon, je dirais, honnêtement, elle est difficile. Hein. Honnêtement, j'aurais répondu la politique. J'aurais répondu à la politique, ouais. Je vois. Eh ben, pour le coup, là, bien malin, qui pourra dire telle action a plus d'action, a plus d'impact que telle action, et surtout le défendre, on va dire scientifiquement. On n'a pas de facteur d'émission de l'influence. Par contre, on peut quand même avoir des pistes. C'est-à-dire que bah, l'influence, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que l'influence, c'est vraiment quelque chose qui s'observe par les sciences sociales, par les sociologues et les psychologues. Bah, dans les groupes, les personnes s'influencent les unes entre les autres. Et ça fait effet tache d'huile. Et en gros, ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant, parce qu'en fait, ça nous dit que quand on agit individuellement, on a un impact sur le collectif. Quand moi je dis à mes collègues, bah tiens, vous savez quoi, moi je mange moins de viande, donc à midi à la cantine, bah je vais pas prendre de viande, bah les gens ils le voient. Et le fait qu'ils le voient, ça influence les normes sociales. Et ça fait effet tache d'huile. Et ça, bah ça montre que mon action individuelle, elle a un impact qui est peut-être caché, qui est indirect, mais qui est peut-être très très grand aussi. D'autant que ces notions d'influence sont rarement linéaires. En général, l'influence, bah, c'est quelque chose qui se transmet et qui devient de plus en plus exponentiel. Et souvent, il y a un concept qui est né, qui vient de l'économie et qui s'est ensuite appliqué à la sociologie, ce qu'on appelle le point de bascule social. Et ben, le point de bascule social, c'est quelque chose qui préconise que une société, un groupe de personnes donné, peut passer d'un état A à un état B en parfois très peu de temps quand on atteint un certain seuil, une certaine partie de la population, du groupe, qui est engagée sur le sujet. Qu'on peut définir, alors il y en a qui disent que c'est 3,5%, d'autres qui disent que c'est 10%, mais grosso modo, quand tu vas avoir 3,5, 10%, une certaine partie de la population engagée sur le sujet, eh ben, peut-être que ça sera très très rapide pour que la société passe de ces 10%-là à 50, 60, 80% des gens qui vont faire ce comportement-là. Et ça, on peut l'observer sur plein de trucs, l'arrêt du tabac, la sécurité routière et les comportements sur la route. Il y a plein de choses comme ça où tu te rends compte que les normes ont évolué parfois de façon très rapide en quelques années. Donc ça, c'est vraiment ce côté, bah, même influencer ton entourage, même bah, leur parler du sujet, des choses comme ça, très simples, ça a un impact qui est très grand, même si on peut pas le tracer.
Et puis bien sûr, il y a l'autre côté, c'est s'engager en politique. Effectivement, on peut le faire, on s'est peut-être battu pour le faire. On a le droit d'utiliser ce droit-là, surtout si on a des bonnes idées. Et puis pourquoi pas s'engager avec son entreprise en tant que professionnel, si on a un métier où on pense qu'on a un gros effet de levier. Et ça, c'est vraiment pertinent parce que comme on l'a vu, ça permet d'avoir une complémentarité avec l'action individuelle. Ça permet de dire, si moi j'ai envie de décarboner mon mode de vie, peut-être que j'ai besoin d'une offre qui me permette de le faire. J'ai besoin qu'on me donne les moyens, qu'on m'aide à le faire. Et pour ça, les entreprises, si elles décarbonent la façon dont elles produisent les choses, moi je serais ravi d'acheter ou de permettre un mode de vie sur lequel je peux moi m'épanouir et puis en même temps être décarboné. Donc avoir ce travail qu'on peut faire en s'engageant dans le collectif est un énorme effet de levier pour essayer de changer la société et de battre ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le triangle de l'inaction, qui a été inventé par un professeur qui s'appelle Pierre Pertout, qui fait que des fois on a toujours tendance à reprocher la faute à l'autre, c'est-à-dire les citoyens qui vont dire que c'est à cause de l'État qui en fait pas assez, l'État qui va dire que c'est les entreprises qui font du chantage à l'emploi, et les entreprises qui vont dire que si elles s'engagent trop, les citoyens vont pas acheter leurs produits. Et grosso modo, en t'engageant dans le collectif, tu transformes ce triangle de l'inaction en peut-être un cercle vertueux de l'action, où chacun a envie d'agir et est encouragé à agir par les autres. Comment est-ce que, à la fin de l'atelier d'automne, à quelle moyenne, après on va pas, j'imagine qu'il n'y a pas une moyenne concrète en tant que telle, mais où est-ce que se situent les participants? On est sur du 3, 5 tonnes, etc. Et comment les participants finissent l'atelier? Comment est-ce qu'ils se sentent sur une note positive, comme là actuellement, quand tu parles d'influence, etc., on a envie d'aller influencer son voisin et de dire que même le passé de flexitarien, ça peut inciter en effet les autres à un tout petit peu réduire au fur et à mesure, se rendre compte que c'est pas si dur de consommer moins de viande et ensuite d'accélérer cette transition-là. Et toi, de ton côté aussi, quand tu vois tous les ateliers que tu as pu effectuer, est-ce que tu es optimiste aussi sur ce sujet-là? Bonne question. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais essayer de les traiter dans l'ordre. Ouais. La magie de l'automne, c'est que c'est un atelier d'intelligence collective. Et que, en fait, il y a une diversité de résultats qui est aussi grande que la diversité des enseignements, des émotions qui sont ressenties à la vision des résultats finaux. Donc, t'as un suspense qui se montre au travers de l'atelier, tu voyages vers le futur, 2035, tout ça, tu baisses, tu dis, est-ce qu'on va y arriver aux fameuses d'automne? Puis à la fin, tu vois le résultat final qui tombe un peu et tu dis, ah bon, alors, on y arrive, on n'y est pas arrivé. Alors, tous les groupes n'arrivent pas à d'automne, c'est pas évident. Il faut vraiment faire une bonne séquence dans l'atelier pour y arriver. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu as une grande variété de résultats. Au niveau individuel, tu vois des gens qui partent de très haut, qui finissent très bas, des gens qui sont déjà bas, qui baissent pas beaucoup, tu as beaucoup de choses. Et au niveau collectif, tu vois des scénarios super différents, dont l'important n'est pas tant, au final, est-ce que je suis arrivé à X, Y ou Z en termes de tonnes, mais surtout, quelle société j'ai contribué à bâtir, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de modification, en termes de mode de vie, de mode de production, d'organisation de la société? Et là-dessus, ce qu'on observe, c'est que tu as des réactions très différentes, des fois à un même résultat. Tu as des groupes qui arrivent à 3 tonnes et qui sont désespérés, et qui disent on n'est pas arrivé à 2 tonnes, c'est terrible. Tu as des groupes qui arrivent à 5 tonnes et qui disent mais c'est génial, en 1h30, on n'y connaît rien au départ et on a réussi à diviser par 2 l'empreinte carbone des Français. Alors que on n'est pas du tout des experts du sujet. Alors, tu vois, c'est super variable. Et pour nous, cet aspect-là, il fait écho à ce que les gens peuvent en retenir. C'est-à-dire que un des apprentissages de d'automne, de l'atelier, c'est de se rendre compte qu'il faut quand même changer des choses de façon profonde pour arriver à cet objectif-là. Et qu'il ne faut pas être naïf sur le fait qu'avec quelques petites actions, quelques petites mesurettes, on va y arriver, ou qu'une technologie va nous sauver, par exemple. Il y a un ensemble de modifications profondes à mettre en œuvre si on veut arriver au d'automne. Ça, c'est un apprentissage qui est important. Mais le deuxième apprentissage aussi, c'est qu'on voit que réduire, c'est possible. Les actions qu'on présente dans l'atelier, alors là, je spoil un peu, mais il n'y a pas d'action qui prévoit d'aller sur Mars pour créer des usines. C'est que des actions qui sont dans le cadre des technologies qui sont applicables aujourd'hui, qui sont dans le débat public, qui sont réalistes. Voilà, on parle pas non plus de retourner au Moyen-Âge. Donc c'est que des actions réalistes et on voit qu'en fait, en combinant plusieurs actions, on peut vraiment réduire de façon conséquente. Et d'ailleurs, tu vois, là, on a traité 2 grosses actions.
on n'a pas quand même réinventé la poudre. Hein. Réduire la consommation de viande, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça s'est déjà fait pendant des centaines d'années, et y compris par nos propres grands-parents. Et puis bah, la voiture, dire qu'on va faire plus de covoiturage ou autre, bon, c'est pas terrible. Et la voiture électrique, ça a beau être une solution technologique, ça existe déjà. C'est pas de la science-fiction non plus. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Pour répondre à ton point sur est-ce que je suis optimiste ou pas, bah moi je pense que précisément on peut y arriver. Et l'atelier c'est ce qu'il nous montre. On peut y arriver si on s'en donne les moyens, si on est ambitieux dans les actions qu'on met en place. Et pour moi, bah, la question de l'optimisme, je la remplace par la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Non pas qu'est-ce qu'on est obligé de faire, parce que ça peut être un rapport qu'on a des fois, bah, je vais juste devoir faire des choix contraints, on va encore m'imposer un truc, mais quelle société on a envie de bâtir par rapport à un défi qui s'impose à nous. On l'a peut-être pas choisi, on aurait peut-être préféré que ça s'impose pas à nous, mais là, ce défi, il est là, c'est prouvé scientifiquement, c'est dommage, c'est pas de chance, on sait que l'être humain est responsable de ce changement climatique, ce qui est évidemment, paradoxalement, une bonne nouvelle. Parce que le fait qu'on en soit responsable, ça veut dire qu'on peut agir là-dessus. Ça veut dire qu'on a des leviers pour ça. Si on me disait, il y a, au hasard, hein, pour prendre l'exemple d'un film récent, il y a une comète qui va nous tomber dessus, bah on dirait, ah, on n'y peut rien, hein. On n'est pas coupable, on n'est pas responsable. Par contre, on peut peut-être pas y faire grand-chose, et ça, c'est pas de bol. Là, on a encore notre destin entre les mains, on peut mettre en place plein d'actions à tous les niveaux pour réduire notre empreinte carbone, notre effet sur le climat. Et moi, ce qui me montre que c'est possible, c'est notamment cet enjeu des dynamiques sociales que j'ai évoqué. Et cet enjeu de la capacité que les sociétés ont à changer de façon non linéaire. C'est très très rare que tu passes d'un état A à un état B de façon très comme ça sur la durée. Tu passes rarement d'une monarchie à une démocratie comme ça de façon très progressive. Il y a des points de bascule et que ces points de bascule-là, ils peuvent être des fois très positifs parce que tu as des dynamiques sociales qui s'enclenchent et qui font que tu as un élan général qui se fait et que des choses qui paraissaient complètement inconcevables quelques années avant deviennent évidentes après, normales. Et pour moi, cette notion de défi, elle est super importante. Et cette image de la montagne, gravir une montagne, au départ, ça paraît pas sexy, ça paraît ultra inconfortable comme expérience. On se dit qu'on va avoir froid, ou on va avoir chaud, on va avoir mal aux pieds, on va manger des choses qui sont vraiment pas souhaitables et qu'on serait mieux au restaurant ou en train de regarder Netflix chez soi. Et ben en général, malgré cet inconfort matériel, on a un immense sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. Et on profite, on crée des liens avec les gens, on a un rapport au temps qui est différent. Et je pense que cette image-là, cette allégorie-là, elle s'applique pour la transition au niveau individuel et au niveau collectif. Peut-être que c'est l'occasion de donner du sens à ce qu'on fait, de retrouver un sentiment de commun, de créer du lien entre nous. Et peut-être aussi c'est l'occasion d'innover pour créer une société encore plus belle, encore plus épanouie, d'en profiter pour régler d'autres problèmes environnementaux, comme la biodiversité par exemple, mais aussi d'autres problèmes économiques et sociaux. On a des enjeux de souveraineté énergétique en France, on a des enjeux de résilience des territoires, de création d'emplois locaux. Peut-être qu'on peut faire de ce problème un défi et une opportunité. Voilà, c'était long, mais d'accord, il faut pas. Ouais. Non, mais tu résumes bien la situation et c'est important aussi de pas oublier le sujet biodiversité parce que bien entendu l'atelier d'automne est focalisé, on est tous focalisés beaucoup sur le sujet carbone, hein, l'impact carbone qu'on peut avoir, l'empreinte carbone qu'on peut avoir, mais les deux sont bien entendu liés et l'un ne pourra pas aller sans l'autre, bien entendu. Tu parlais de modification justement de changement de société, enfin d'évolution de société dans un monde aussi qui doit évoluer, qui passera aussi par le public, par l'administration publique, qui comme tu disais, qui était du coup une part de notre empreinte carbone qui était fixe, parce qu'il y a imposé, parce que on paye des impôts, on va à l'hôpital, etc. Récemment, vous avez participé à un grand mouvement, une grande sensibilisation de cette administration-là. Comment ça s'est passé déjà? Déjà félicitations pour cette partie-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Et surtout, qu'est-ce que t'en ressort de ce mois qui ou peut-être plus qui est arrivé sur cette sensibilisation? Quelle était la maturité avant de ces populations-là entre guillemets? Et où est-ce qu'on
peut se situer dans le futur par rapport à ça? Bon, bien sûr, tu vas pas avoir la réponse sur uniquement un mois de sensibilisation, mais juste pour avoir ton avis et tes échos là-dessus. Pour remettre en contexte, donc il y a un grand programme de formation des cadres de l'État à la transition écologique qui a été rendu officiel en octobre et lancé quelques jours après. Et en fait, ce programme stipule que beaucoup de cadres supérieurs de l'État vont suivre un programme de 28 heures de formation sur la transition écologique qui inclut une fresque du climat pour comprendre le problème au départ, un atelier d'automne ensuite, et puis des conférences d'experts et de scientifiques sur d'autres problématiques, donc notamment la biodiversité, l'épuisement des ressources, pour qu'il y ait vraiment une vision large, systémique des problématiques environnementaux, et ensuite des visites de terrain avec des associations et des projets qui sont pionniers sur le sujet, et enfin un accompagnement de chaque administration pour mettre en place des plans d'action adaptés pour leur administration. Et donc Doton a eu la chance de participer à ça et donc de faire fin novembre, donc il y a quelques jours, d'organiser des ateliers à destination donc des directeurs d'administration centrale et de certains membres de cabinets ministériels et d'ailleurs de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau. Donc qui ont fait l'atelier d'automne avant de participer à une conférence d'experts comme Valérie Masson-Delmotte ou Luc Abadi pour la biodiversité. Et tous ces gens, toutes ces personnes-là avaient suivi au préalable une première journée de formation en octobre, avec donc la fresque du climat notamment. Donc ils suivaient un peu ce programme-là, dans lequel Doton est inséré. Et c'était vraiment passionnant de vivre cette journée-là. Il y avait 220 personnes sur 3 journées, donc 3 journées avec 70 personnes à chaque fois. Ça se passait à l'Institut national du service public à Paris. Et c'était passionnant parce que c'est des personnes qui sont forcément directement impliquées dans les choix qui sont proposés durant l'atelier d'automne. Et on a vu une capacité d'écoute, des débats et une capacité à jouer le jeu, vraiment à se prendre au jeu, qui était super intéressant. Donc il y a eu vraiment, je pense, beaucoup d'apprentissages qui sont remontés des gens, mais aussi un vrai engouement, un vrai plaisir pour l'exercice. Et on sent que moi je pense qu'on a eu de l'impact. Je pense qu'on a eu de l'impact et que c'est pertinent de créer du lien en fait aussi entre les gens. Donc il y a évidemment les apprentissages que tu apprends sur l'atelier, et puis il y a aussi le fait que ce soit une expérience d'intelligence collective où tu vas mettre ensemble des gens de différents ministères, de différentes expertises, qui n'ont pas toujours la capacité d'être regroupés comme ça, pour qu'ils puissent débattre et d'avoir une approche très transverse sur les sujets. Donc pour nous, c'était une immense fierté que de pouvoir contribuer et d'avoir cette opportunité d'impact-là, et une grande réussite au niveau des ressentis des gens qui nous donnent du baume au cœur, parce que l'objectif qui a été annoncé pour cette formation, c'est après les 500 donc directeurs d'administration centrale, préfets, recteurs, ambassadeurs qui vont commencer en octobre et qui vont finir jusqu'à mai 2023. Le but, c'est d'étendre cette formation-là à 25 000 autres cadres supérieurs de l'État, puis pourquoi pas à l'ensemble de la fonction publique. Donc les 5,6 millions d'agents publics d'ici 2027. Ce qui pour nous est complètement indépendamment du fait qu'il y ait d'automne dedans, on est très fiers, mais c'est surtout une excellente nouvelle, parce que comme je te l'ai dit juste avant, moi je crois beaucoup dans la puissance de l'éducation, et je pense que c'est le sujet clé sur le sujet. On a un immense enjeu que un maximum de gens puissent comprendre les sujets pour agir le plus efficacement possible et prendre une posture d'acteur là-dessus. Donc plus on peut former de gens à tous les niveaux, et plus on sera heureux, et plus on pourra réduire nos émissions en tant que telles. Donc pour nous, le fait qu'un tel projet existe, avec une telle ambition quantitative et qualitative, parce que le programme est quand même... c'est un vrai programme pédagogique qui est très ambitieux, nous, ça nous rend très, très heureux, en fait. On est très enthousiaste par rapport à ça. On pense que ça a un potentiel très grand pour accélérer la transition en France. Et on pense que ça peut aussi être un vrai, peut-être un exemple à succès qui peut se dupliquer dans d'autres pays, qui pourrait être inspiré de faire le même type de démarche. Donc on travaille très très fort pour que ce soit le plus grand succès possible. Voilà, tu passais à ma dernière question avant de passer aux 3 questions de fin.
sur la suite de Dotun. Donc tu parlais bien entendu de potentiellement ce qui pourra arriver dans les prochaines années. Et donc je vous recommande déjà de faire un atelier et dès que possible, si vous avez l'envie bien entendu de le faire, de devenir animateur, parce que si on souhaite former toute l'administration publique et toute l'éducation nationale, va falloir avoir pas mal d'animateurs aussi. Ça fait aussi partie du prérequis. Sur le futur de Dotun et sur la France et bien entendu ce qui peut se passer aussi ailleurs, en Europe, etc. Comment est-ce que tu te situes là-dessus? Comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Quelles sont vos réflexions sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà commencé à aborder ce sujet-là dans d'autres pays? Oui, bah en fait, on a la chance, pour préciser, en fait, Dotun, donc Dotun, c'est un atelier, et puis il y a un projet derrière, avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une association loi 1901, et avec un modèle de développement qui est proche de celui de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent, donc quelque chose de très décentralisé, où chacun est libre de devenir animateur ou animatrice, de s'emparer de l'outil et de le faire vivre autour de soi, soit de façon bénévole pour le grand public, soit avec ses collègues par exemple, ou de façon professionnelle. Donc ça, c'est un modèle qui nous permet de passer à l'échelle et de créer cette dynamique qu'on prêche autour de nous, et qui a permis qu'on ait quasiment aujourd'hui un peu moins de 40 000 personnes qui ont fait l'atelier et environ un tout petit peu moins de 3 000 animateurs au total. Et parmi ces animateurs, il y a je pense la majorité des gens qui sont en France, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont déjà dans d'autres pays. Je crois qu'on a 60 nationalités différentes, dans des pays ultra variés, et ça c'est génial parce que chacun s'empare de l'outil, le fait vivre, fait des retours qui sont très très différents. Et pour nous, c'est aussi génial parce que Dotun, on a une raison d'être, c'est qu'on veut accélérer la transition de la société pour atteindre ces fameuses 2 tonnes de façon épanouie en mettant en mouvement un maximum d'acteurs. Et forcément, ces 2 tonnes, c'est une moyenne mondiale, donc on ne pourra pas le faire si on ne le fait que en France. Le but, c'est que d'autres pays puissent aussi s'engager à accélérer leur transition. Et dans ce contexte, l'ADN de 2 tonnes, ça va être forcément de continuer son développement dans d'autres pays, soit en déployant l'atelier comme ça, soit en générant une autre dynamique. Mais on a vraiment cette envie d'avoir un maximum d'impact, parce que si on croit que c'est possible d'y arriver, on pense qu'on a la responsabilité de tout faire pour y arriver. Et donc on s'est doté comme valeur du projet, d'une des valeurs du projet, c'est l'ambition. Parce qu'on se dit que face à un tel problème, face à des tels enjeux, on se doit d'être ambitieux, et le but c'est que dès 2023, on puisse commencer à développer des versions de l'atelier dans d'autres pays. On a déjà une version World, une version internationale de l'atelier où tu peux jouer avec l'empreinte carbone de différents pays, ce qui est génial parce que tu peux jouer avec un Égyptien, un Brésilien, un Américain dans le même atelier et chacun joue avec ses données et chacun voit l'impact des actions sur son pays. Mais le but après, c'est d'avoir vraiment des versions pour chaque pays avec les données du pays et puis tous les enjeux pédagogiques. Qu'on ne parle pas de la SNCF quand on est en Italie et de EDF quand on est au Canada par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé dans d'autres pays européens et qu'on va aussi continuer dans plein d'autres pays dans le monde pour qu'on puisse embarquer un maximum de gens. Okay, génial, allez vraiment suivre Dotun sur les réseaux sociaux, parce que si vous habitez à l'étranger comme moi aussi, ou en France ou en Europe, etc., c'est important de pouvoir aussi s'adapter de manière locale et de pouvoir éveiller aussi sur ces enjeux-là, que ça soit sur l'impact qu'on peut avoir au quotidien plus précisément. Je voulais terminer par les 3 questions de fin, Pierre-Alix, en commençant d'abord par un contenu. Est-ce que tu aurais un contenu à partager pour agir dès demain? Oui, je vais peut-être surprendre, mais le contenu que je recommanderais, c'est Le vieil homme et la mer de Hemingway. En fait, pour moi, c'est ultra pertinent parce que on parle pas mal de sobriété parfois en ce moment. C'est un terme très très en vogue en France, et pour des raisons, on va dire, de nécessité. Et parfois, on a une vision de la sobriété qui est un petit peu, on peut la confondre avec d'autres notions comme l'austérité, par exemple, des choses comme ça. Alors qu'en fait, la sobriété, c'est juste, j'ai besoin de moins, je priorise certains besoins par rapport à d'autres qui me semblent moins essentiels. Et en fait, pour moi, Le vieil homme et la mer d'Hemingway, c'est un roman court, hein, ça va faire une centaine de pages. Et le pitch est très simple, c'est un homme qui va pêcher un poisson.
Et donc, je peux pas faire plus sobre et plus ennuyeux, a priori. Et pourtant, pour moi, c'est le truc le plus épique que j'ai jamais lu. Et donc, moi, à chaque fois, je me dis, bah, en fait, ça nous montre bien qu'en fait, bah, l'aventure, le sexy, il est là. Et il est dans des choses parfois ultra simples qui peuvent paraître pas du tout sexy, mais qui ont un impact sur toi de dingue. Donc, je recommande cette lecture-là. Et peut-être que ça fera réfléchir sur ce que c'est que peut-être la sobriété heureuse, mais on peut se dire, waouh, il y a aussi la sobriété ultra aventureuse et de créer un mode de vie qui soit très excitant. Voilà. Donc ça serait mon idée de contenu à proposer. Je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Pour moi, l'action, je peux pas tricher, mais pour moi, l'action, c'est d'être curieux. Pour moi, l'action, c'est d'être curieux, c'est-à-dire que le sujet, on va dire climatique, environnemental, on est face à des crises qui sont terribles, qu'on n'aurait vraiment pas souhaité avoir, vu les conséquences qu'elles ont déjà, qu'elles vont continuer à avoir. Cependant, c'est un sujet qui est absolument passionnant. C'est un sujet qui non seulement devient passionnant et qui l'est de plus en plus à fur et à mesure qu'on s'y intéresse. Et toutes les crises, tous les problèmes qu'on voit, c'est un sujet sur lequel ça te rend plus intelligent, ça te rend plus curieux, ça te donne envie de t'intéresser et d'écouter des nouvelles personnes, de lire de nouveaux livres, de voir de nouveaux films, de faire de nouvelles rencontres. Et moi, si j'avais un conseil à donner aux auditeurs, c'est de continuer à être curieux. C'est-à-dire que on peut avoir un rapport de culpabilité, de peur, d'éco-anxiété. Je l'ai eu, j'en ai encore. Mais aussi de se dire, mais attends, mais c'est passionnant. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir, une nouvelle approche du sujet, il y a une nouvelle problématique dont j'étais pas conscient. Et là, le fait d'en être conscient, ça m'apprend pas des choses juste sur l'écologie ou sur un sujet technique. Ça m'apprend sur la société, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à moi. Et c'est vraiment pour moi l'action peut-être ou l'état d'esprit à avoir, c'est vraiment cette curiosité, cette envie de profiter du sujet pour s'ouvrir l'esprit, pour s'émoustiller par rapport à ça et d'être encore plus capable d'inventer des nouvelles actions pour aller encore plus loin et de le faire à sa façon. Ça pour moi c'est quelque chose qui est super souhaitable en fait. Totalement, je suis bien d'accord. Et une autre action, parce que tu n'as pas voulu la prêcher aussi, mais aller faire un atelier d'automne, très important si vous voulez aussi passer donc à moins que 7,5 tonnes. Là, on s'est arrêté avec Pierre-Alix aujourd'hui. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou une invitée à recommander dans le podcast? Alors je vais compléter puisque tu m'ouvres la piste, mais effectivement participer à l'atelier d'automne c'est très souhaitable aussi. Et ça tombe bien parce que c'est très facile parce qu'en fait il y a des ateliers qui peuvent s'organiser en entreprise ou dans l'enseignement supérieur, mais aussi beaucoup d'ateliers qui se font de façon grand public avec plein d'animateurs bénévoles. Il y en a partout en France. Il y a des sessions en ligne, il y a des sessions en français, il y a des sessions en anglais. Et vous pouvez vous inscrire sur le site www.2tonnes.org, 2 tonnes comme 2 comme le chiffre, tonnes comme le poids. Et là-dessus, vous avez tout le calendrier des ateliers qui sont à tarif libre et conscient, les ateliers grand public. Donc chacun paye ce qu'il veut payer. Et vous êtes plus que bienvenus pour le faire. Concernant un invité, j'ai un invité à proposer, c'est Max Bird. Pour ceux qui le connaissent, qui est donc humoriste, youtubeur et vulgarisateur scientifique. Qui est un ami et qui est quelqu'un d'absolument passionnant sur ces sujets-là, avec un regard très très tranché, mais qui soulève beaucoup de débats. Donc je pense qu'il y aurait des super discussions à avoir avec lui. Voilà. Nickel. Merci beaucoup pour cette recommandation. Vous pouvez du coup retrouver 2 tonnes sur leur site, comme tu disais, le chiffre 2 tonnes par la suite. Je mettrai bien entendu tous les liens dans la description. Encore merci une nouvelle fois Pierre-Alix pour ton temps. Merci pour